Le 19 septembre, vers le mont Lozère. Les collines se succédaient. Le mont Lozère était la mire. Nous traversions ici les territoires où les éleveurs menaient bataille contre la broussaille. En langage campagnard, ces efforts s'appelaient « ouvrir le paysage ». La steppe mongole, le matoral, les hautes prairies de Lozère étaient le résultat de cette patiente rage de la bête domestique à lacérer la végétation. Les troupeaux semblaient infatigables, mais les générations n'oubliaient jamais que la broussaille est une houle. Si les bêtes reculaient, la friche revenait. En France, depuis 1970, des millions d'hectares anarchiques avaient recolonisé le pays, l'étoffe dont s'habillaient les chemins noirs. Dans les bois qui surplombaient le village de Culbière, nous croisâmes 4 chasseurs. Ils pesaient dans les 100 kilos chacun. Ils marchaient sur la piste forestière, fusil au coude. L'un d'eux portait un triple menton et une seule battue ne lui serait pas suffisante pour éponger la graisse. Tuer des bêtes mieux affermies que soi ne résolvait pas l'embonpoint. « Vous devriez avoir des tenues fluo pour éviter les accidents », nous dit le premier d'entre eux. En somme, on nous réprimandait, ce qui agaça Gras. « Messieurs, dit-il, selon une habitude contractée en Russie d'user d'une langue châtiée devant les abrutis, nous sommes confus de vous contraindre à exercer votre sens de l'observation. »« Ironique, dit le type. »« Pas d'autres armes, dit Gras. » Un jour où nous naviguions sur la rivière Bikin, au nord de Vladivostok, je l'avais entendu lancer à des Russes qui s'insultaient à grand renfort de « putain de bite de mes couilles »« Messieurs, je vous prie de cesser de jurer », ce qui avait davantage estomaqué les types qu'un coup de knout en travers de la gueule. Le 20 septembre, vers le Gévaudan. Une piste gagnait de l'altitude sur le flanc nord du mont Lozère. Elle se nommait « Route des chômeurs » et avait été construite en 1936. Nous aimions le caractère soviétique de cette appellation. Même nous autres Français avons été capables de grands efforts collectifs, dit Gras. Sur la crête du mont, nous allâmes à franche foulée, en plein vent, coupant la lumière et les herbes anémiées. C'était une atmosphère dédiée à la marche. Nous étions prêts à ne jamais nous arrêter pour peu que la piste ne quittât pas la crête. Mais la géographie ne se maintient jamais comme on la rêve, sauf dans les plaines russes où l'uniformité étanche notre besoin d'ordonnancement. Le mont Lozère s'effondra. Il fallut redescendre, quitter la dorsale frontalière entre le sud protestant et les terres catholiques. Pendant 2 jours, nous passâmes par des causses sur lesquelles des ruines à faire pitié, à faire envie peut-être, balisaient le chemin. Nous avancions, légers, sans nous préoccuper de rien que de trouver le chemin et soucieux d'y goûter les fruits offerts au regard. Un noisetier, le vol d'un grèbe, une grange de pierres sèches. Nous nous contentions de cela. Nous nous extirpions du dispositif. Le dispositif était la somme des héritages comportementaux, des sollicitations sociales, des influences politiques, des contraintes économiques qui déterminaient nos destins sans se faire remarquer. Le dispositif disposait de nous. Il nous imposait une conduite à tenir insidieusement, sournoisement, sans même que l'on s'aperçût de l'augmentation de son pouvoir. Il existait un petit ver, la douve, qui infectait les fourmis et contrôlait leurs mouvements pour les contraindre à l'immobilité sur un brin d'herbe afin qu'elles s'offrent en pâture aux herbivores, qui devenaient alors les nouveaux hôtes du parasite. La douve était le dispositif de la fourmi. Les puces au silicium étaient nos propres douves. Chacun de nous portait son parasite, de son plein gré, sous la forme d'un de ces processeurs technologiques qui régulaient nos vies. Les papous se transmettaient une vision du monde où le domaine des esprits se mêlait à la réalité. C'était leur dispositif. Le nôtre pourvoyait à notre confort, notre santé et notre opulence alimentaire, mais nous inoculait son discours et nous tenait à l'œil. Nous recevions ses informations, sa publicité, nous répondions à ses injonctions. Il nous accablait de ses sommations, diluées dans le brouhaha.
Le discours du dispositif était un dispositif. Sur les chemins noirs, nous nous enfoncions dans le silence. Nous quittions le dispositif. La première forêt venue proposait une cache. Les nouvelles y étaient charmantes, presque indétectables, difficiles à moissonner. Une effraie avait fait un nid dans la charpente d'un moulin. Un faucon faisait feu sur le quartier général d'un rongeur. Un orvet dansait entre les racines. Des choses comme cela. Elles avaient leur importance. Elles étaient négligées par le dispositif. Dans les villages, nous faisions des siestes éclairs près des fontaines où les pouvoirs publics annonçaient des eaux non contrôlées. Nous franchîmes des ravins de marne bleue lacérés par les pluies et des fonds de vallées investis de lacs au bord desquels pique-niquaient les familles. Les chemins languissaient dans les vallonnements. Nous passâmes une nuit au sommet du talus boisé qui surplombait Mende, et c'était un délice au matin, en entendant la ville se réveiller, de savoir que nous échappions à sa rumeur et avions glané une nuit de plus à l'air libre, dans une trouée de la vie. Gras me disait ses voyages dans les forêts de Sibérie. Il était parti traverser l'extrême-orient russe à pied, du nord au sud, de manière que sa descente accompagna la progression de l'automne vers les basses latitudes. Escortant l'entrée des forêts dans l'hiver, il assurait le service mortuaire des arbres. Je lui déroulais ma théorie des saisons. Jusqu'à l'automne, les forêts étaient des masses indistinctes où l'œil aurait été en peine de distinguer un arbre de son voisin. Soudain, l'automne arrivait, allumait ses flammèches. Tel arbre, au cycle plus court, s'embrasait. Ici ou là, dans le couvert, des touches de feu s'individualisaient. Un arbre devenait un être distinct. Puis, il s'éteignait pour l'hiver. À Barjac, une plaque sur le mur du cimetière. Passant, arrête-toi et prie. C'est ici la tombe des morts. Aujourd'hui pour moi, demain pour toi. Le souvenir de ma mère défunte me murmurait confusément ce genre de choses. Sa pensée m'escortait par des jaillissements nés d'une vision. Pourquoi le souvenir des disparus est-il lié à des spectacles anodins comme une branche oscillant dans le vent ou le dessin de l'arête d'une colline? Soudain, les spectres surgissent. Pendant quelques mois, j'avais porté une bague à tête de mort qu'on m'avait retirée après ma chute. L'inscription latine gravée au revers du crâne disait la même chose que la plaque de Barjac. « Je fus ce que tu es, tu seras ce que je suis. » J'avais tardé à me pénétrer de cette évidence que les Romains inscrivaient à l'entrée de leur cimetière. Décidément, j'avais 2 millénaires de retard. Il était criminel de croire que les choses duraient. Les matinées de printemps étaient des feux de paille. Voilà longtemps que je ne m'étais pas trouvé exactement tel que je le désirais, en mouvement. Je jouissais de me tenir debout dans la campagne et d'avancer sur ces chemins choisis, noirs, lumineux, éclaircis. C'était la noble leçon de Madame Blixen devant le paysage de sa ferme africaine. Je suis bien là, où je me dois d'être. C'était la question cruciale de la vie, la plus simple et la plus négligée. Nous contournions les trucs, comme disaient les vieilles gens, buttes stratifiées, perçant la surface des causses. Le terroir mêlait l'intelligence des installations villageoises à la douceur des reliefs. À Vérac, nous crevions déjà de soif. Le village était vide, car les paysans étaient à la traite, et nous ne trouvâmes nulle fontaine. À Chasseran, elle était tarie, et nous avisâmes un vieux fermier. « La fontaine ne donne plus, monsieur ? » « Les paysans sont les rois maintenant. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont coupé la source de mon enfance pour leurs vaches. » Il tendait un doigt accusateur vers une batterie de tracteurs sous un hangar de tôle. L'ensemble formait un temple à la mémoire des 30 Glorieuses. Notre vieux guide ne semblait pas prendre en compte que le vent avait tourné, même pour les propriétaires. « Ils ont des primes, ceux-là. À 2, ils possèdent le village. »« Mais vous, dis-je. »« Nous vivions de petits élevages de 50 ou 100 brebis, d'un potager et de la chasse. Ma mère leur a tout vendu. »
Il nous invita sur le seuil de sa maison, nous versa 2 litres d'eau et nous lança « Adieu !» En une seule halte, nous avions passé la revue des récents chapitres de la campagne française. Il y avait le vieil archiviste gardant l'entrée de la grotte aux souvenirs. Plus loin, les bâtiments de la prospérité pompidolienne sous les poutres desquels les paysans ruinés pouvaient à présent se passer la corde au cou. À la sortie du village, une ferme inoccupée, dont la meilleure fortune serait de se voir achetée par un Anglais prêt à cultiver du quinoa. Nous gagnâmes un replat ourlant le nord du plateau des Hermets. En bas, une ferme s'avançait sur le rebord d'un décrochement. Dans la vallée, les lumières de Marvejols tapissaient la nuit. La lune éclairait le Gévaudan, au nord. Elle croisa mollement au-dessus de la vallée. Nous fîmes un feu de bois de ronces et pensâmes aux petites filles que la bête raflait derrière les congères au XVe siècle. Puis nous ronflâmes près des braises, après nous être promis de nouveaux voyages. Le lendemain, Gras rentrait en Russie avant d'embarquer à bord d'un bateau biélorusse pour une mission antarctique. Ses chemins noirs à lui.